Tout porte à croire que la souffrance est la meilleure source d'inspiration des écrivains ivoiriens, africains, internationaux. Et cette souffrance dans la littérature, elle touche à toutes les rubriques de l'existence humaine. Mariage, amour, enfance, famille. C'est d'ailleurs le cas avec Kessé Brou qui vient aujourd'hui nous présenter « Souviens-toi des jours heureux, optimisme et naïveté trahie » tout à l'heure dans le décryptage. Kessé Brou, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez vous. Merci. Dans le salon d'Entre les lignes. J'imagine que vous êtes heureux d'être avec nous pour parler de ce livre. Ah, évidemment, on est bien content qu'il y ait une émission de littérature et de vrai, et présentée par quelqu'un qui s'y connaît très bien. Merci pour l'honneur. On est également content de recevoir des écrivains tout le temps ici, des auteurs et des autrices qui font vivre la littérature ivoirienne, dont vous, jeune auteur, déjà 4 livres, celui-là est le 3e. Exactement. Et il s'intitule « Souviens-toi des jours heureux, optimisme et naïveté trahie ». Mais oui. Avant de parler du livre et du titre qui est très long, vous nous direz pourquoi. Sur la 4e de couverture, dans le prière d'insérer, vous écrivez que vous êtes écrivain médecin. C'est quoi un écrivain médecin? C'est un écrivain qui soigne avec les mots, c'est un médecin qui guérit avec la littérature. Vous savez, moi, je suis nostalgique de la vieille époque parce que j'ai découvert dans la culture que des gens comme Aristote, comme Pythagore, étaient versés dans tous les domaines de la connaissance. Et de façon vraiment, comment dire, de façon naïve, je me suis intéressé à toutes ces choses depuis l'enfance. Donc, je suis médecin, depuis peu même d'ailleurs recruté comme enseignant-chercheur en médecine, mais rien ne me détache de la littérature, je l'adore. Pourquoi un titre aussi long? Bon, déjà, il s'agit d'un titre suivi de sous-titres. Et le tout forme un titre très long. Si vous voulez, mais bon. Pourquoi un titre aussi long? Parce que justement, je ne voulais pas laisser paraître un monde de bisounours sans griffes, un monde tout rose, tout beau, tout simple. En réalité, se souvenir des jours heureux, ce n'est pas ignorer la souffrance. Alors, souviens-toi des jours heureux, optimisme et naïveté trahie, c'est un recueil de 4 nouvelles. C'est ça. Certaines plus longues que d'autres. Effectivement. D'ailleurs, dans la première, le titre, il parle déjà. Fais-moi un enfant. Oui. C'est un homme qui parle à sa femme. On le devine, on est ivoirien culturellement, c'est un mot qui revient, qui est, disons, presque patriarcal. Fais-moi un enfant. Alors, ce qui est beau et qui suscite l'intérêt, je veux dire, c'est le fait d'avoir récupéré un mythe biblique, une histoire biblique. C'est un triangle amoureux qui est très connu, Abraham, Sarah et Agar. Pourquoi aller récupérer dans la Bible cette histoire pour l'adapter dans un contexte, disons, ivoirien? Bien, simplement parce que, pour moi, connaissant l'histoire biblique, c'est quelque chose de vraiment très surprenant. Qu'une femme accepte une autre simplement pour perpétuer la descendance de son mari. Mais je vous dis que cette nouvelle, je l'ai écrite parce que j'ai eu un témoignage de quelqu'un dans la famille de qui cela est arrivé réellement. Donc ça m'a ouvert les yeux sur la peine que les gens peuvent ressentir dans certaines conditions. Et ça m'a aussi fait comprendre que les histoires bibliques, les histoires, les légendes qu'on raconte ne sont pas forcément si loin que ça de nous. Et après, je voulais questionner la valeur de ce sacrifice. Raison pour laquelle j'ai choisi de les mettre en rapport. Et après, j'utilise les noms qui sont utilisés dans la Bible pour que les gens comprennent que c'est quelque chose qui date d'il y a longtemps, mais aussi qui peut se produire à notre époque et dans notre contexte ivoirien. Très bien. On pourrait également penser que le patriarcat, il est international, parce qu'il remonte également à tellement longtemps. Rentrons dans cette nouvelle, Fais-moi un enfant, extrait de la page 6. Vous écrivez, ce jour devant ma glace, alors c'est Sarah qui parle. C'est ça. J'aurais voulu être laide, mais enceinte. J'aurais voulu être pauvre, mais nourrice. J'aurais voulu être délaissée, mais mère. Cette infertilité faisait tache, comme le rouge sang de mon peignoir en satin sur le sol de marbre blanc. Est-ce qu'il n'y a pas une image doloriste, un peu trop dure, de la femme qui espère avoir un enfant et qui en est incapable? Bon, en toute humilité, on me reproche souvent de narrer à la première personne et dans des personnages féminins alors que je suis un homme. Donc, je reste lucide, je garde mon humilité. Je ne peux pas prétendre savoir ce qui se passe dans la tête d'une femme, je n'en suis pas une. Mais quand on va jusque là où elle est allée, j'estime qu'il faut quand même
avoir une telle perception de sa douleur et de sa situation. Raison pour laquelle je fais ce tableau-là. Mais vous, le regard moral que vous portez sur ce personnage, vous en tant que créateur de ce personnage, vous êtes écrivain, vous attribuez ces mots au personnage. Quel est le regard que vous portez sur une femme qui dit ces mots sur son propre état d'être incapable de donner un enfant? Franchement, sur le plan moral, je ne la juge pas. Parce que, après, chacun ses objectifs. Mais moi, je veux vraiment poser la question. Est-ce si important que cela que d'être mère? La question, je vous la repose. Hein. Est-ce si important que cela d'être père ou d'être mère, d'être parent, dans un contexte culturel ivoirien? Personnellement, je pense que être parent, c'est offrir un cadeau, celui de la vie à une personne, et offrir un autre cadeau, celui d'une personne bien éduquée à une société. Alors, à aucun moment, on ne devient parent pour soi-même. Donc le geste de parentalité, le désir de parentalité, c'est un sacrifice, vous voulez dire? Un sacrifice, un don plutôt. Il n'est pas pour soi, un don de soi. Un don, pas un sacrifice, mais un don. Et on peut être heureux de faire un don. Ça ne veut pas dire qu'on fait ce don pour soi-même finalement. C'est l'histoire d'Alani qui a quelque chose qu'elle appelle une différence. Je cite l'extrait de la page 54. « Je fais le choix de dire différence. Le mot conventionnel est handicap. Certains même disent tard. Je suis sourde, lui sourde. » Alors, Alani est sourde, elle rencontre un homme, ils vont se marier, on verra par la suite comment ça finira. Pourquoi choisir le mot différence au lieu de handicap? Pourquoi différence? Déjà, vous aurez remarqué que dans le domaine public, on ne dit plus nain, on dit personne de petite taille. On est tout le temps en train d'utiliser des mots qui ne choqueraient pas, qui ne heurteraient pas, qui ne rabaisseraient pas. Voilà. Donc, dans la même veine, j'ai choisi de dire différence. Parce que, scientifiquement, je veux dire anatomiquement, pour être plus précis, il y a certaines choses qui, par définition, sont des handicaps, mais qui sont tout à fait acceptées. Vous pourrez lire, par exemple, que les fossettes sont considérées comme un handicap. Mais en général, ça n'empêche pas de vivre et c'est plutôt apprécié par les autres. Donc, ce n'est qu'une différence finalement. De la même manière, le fait de ne pas entendre, pourquoi cela rabaisserait-il? Surtout quand on voit que grâce à la plasticité cérébrale, lorsque quelqu'un a le déficit d'un sens, il en développe un autre. Donc finalement, est-ce que cette personne est réellement diminuée? Est-ce vraiment un handicap? N'est-ce pas juste une différence? Alors, c'est très intéressant ce que vous dites. Ça va nous permettre de poser une question sur le pouvoir de la littérature parce que cette culture de l'euphémisation des mots, on ne parle plus de handicap aujourd'hui, on ne parle plus de nanisme, on trouve des mots qui vont moins heurter. Est-ce que la littérature a un rôle à jouer pour apprendre à mieux nommer les choses? Bien sûr, mais je pense que, comme je le disais, il faudrait laisser la parole aux personnes concernées. Finalement, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Donc je parle à l'écrivain, je veux dire l'écrivain, le rôle de l'écrivain. Oui. Est-ce que l'écrivain, dans une société où on ne s'entendrait pas sur des mots à choisir pour telle situation, est-ce que la littérature a ce pouvoir-là de pouvoir mieux nommer les choses, mieux les caractériser? Je pense que oui, mais de façon indirecte. En tant qu'écrivain, j'ai une crainte. C'est celle d'avoir la position d'un donneur de leçons. Ce que moi je veux, c'est soulever des débats, c'est poser des questions. Et je pense qu'en posant les bonnes questions, effectivement, on oriente l'ensemble de la société vers une réponse. On a envie de vous croire, même si avec la nouvelle « Fais-moi un enfant », la dimension morale est toujours là, comme si vous critiquez le choix de Sarah. Bon, ça peut être une perception, mais ce n'était pas mon intention, franchement. Pourquoi? Parce que dans le choix de Sarah, il y a une évidence, enfin une évidente autoflagellation. Donc, je tenais à forcer le trait sur cette autoflagellation. Pour critiquer ce comportement. Pas pour critiquer, mais pour emmener des personnes qui auraient des comportements semblables à se demander, pas à changer, mais à se demander si ça en vaut la peine. Ok, on continuera de jouer avec les mots un peu plus tard. En attendant, on va recevoir quelqu'un qui est impatient de poser une question. L'instant lecteur. Pour parler du livre de Kessé Brou, Souviens-toi des jours heureux, optimisme et naïveté trahie, nous recevons un lecteur, grand fan de littérature, qui lit, je pense,
10 à 20 livres par mois, n'est-ce pas, Richard Hano? C'est bien ça, Serge. Très bien, merci de nous rejoindre sur le plateau. Vous êtes producteur audiovisuel et vous lisez, vous avez lu le livre de Kessebro. Oui. Vous avez une question pour lui. Oui. Il est à vous. Bonjour Kessebro. Bonjour Richard. J'ai beaucoup apprécié votre roman sur Merci. la famille. Et ma question est la suivante. Pour vous, c'est quoi le bonheur d'une famille? Eh bien, c'est tout simple, hein. Pour moi, le bonheur d'une famille, c'est l'ensemble des situations qui vont permettre que l'individu puisse s'exprimer de façon libre et dans l'harmonie avec les autres, tout simplement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de contradiction dans les termes? La famille, ce sont les codes, ce sont les règles, c'est le père autoritaire, la mère parfois aussi autoritaire. Comment parvenir à être libre dans un contexte d'autorité et de régulation constant? Qu'est-ce que la liberté? On va aller dans Je le retourne grand la question. concept. Oui. Pour moi, la liberté, c'est de pouvoir choisir les choses qui nous rendent heureux. Donc, l'autorité est nécessaire à la liberté. Ça paraît contradictoire, mais pour moi, c'est évident. Pourquoi? Parce que il est possible de ne pas percevoir certaines choses. Un enfant de 2 ans ne sait pas que le feu peut lui faire très mal. L'autorité, c'est de dire à l'enfant ne t'approche pas du feu. Voilà. Mais quand je ne suis personne pour savoir quel métier vous rendrait heureux. Donc, faire preuve d'autorité quant au choix de votre métier, ce n'est plus de l'autorité, c'est de l'autoritarisme. Donc, ça ne contribuera pas au bonheur de la famille. Et ça nous permet en même temps, même si on peut ne pas être d'accord sur la définition de la liberté, c'est un long débat. Oui, très long. Également, avant de libérer le lecteur, se demander, mais pourquoi est-ce que vous êtes tant attaché à la question des familles? Attaché à la question des familles, vous savez, le pape Jean-Paul II a dit que le drame de notre société était que la famille a été détruite. Détruite. Oui. Un mot bien fort. Le mot est fort, c'est vrai. Beaucoup. Mais même si on peut considérer que la famille n'est pas complètement détruite, il faut reconnaître qu'elle a gravement souffert pendant le XXe siècle surtout, avec déjà le terme famille recomposée. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On a de gros troubles. Tayana Bonnet, elle parle de famille décomposée. Ah. Donc décomposée, recomposée, on y reviendra sur la question des familles dans un instant. Merci Richard Hano. Merci Serge. Merci de continuer à faire vivre la littérature en vous procurant des livres. N'oubliez pas, chers lecteurs, de faire comme lui et de vous procurer ce livre en attendant qu'on lance la question selfie. Mon nom c'est Alvin Williams. J'ai lu l'œuvre de M. Kessebro et ma question est la suivante. Eno a-t-il fait le bon choix? Alors, le personnage de Eno dans la nouvelle Robocop 3 est un personnage que j'aime beaucoup. Et la question de savoir s'il a fait un choix déjà se pose, plutôt que de savoir s'il a fait le bon choix ou non. Je rappelle que c'était une situation terrible où il y avait d'un côté son père et sa mère. Et dans l'histoire que j'ai voulu raconter en tout cas, si elle fonctionne, vous percevrez que, en réalité, il ne fait aucun choix. Il détourne le choix qui lui est demandé et fait un choix avec des paramètres qu'il maîtrise par rapport au choix qui lui est présenté et dont les paramètres sont impossibles à lire pour lui. Donc Eno n'a ni fait le bon ni le mauvais choix. Eno a simplement décidé de ne pas choisir et s'est raccroché à quelque chose qu'il était sûr d'aimer, c'est-à-dire Robocop 3. Alors, vous dites que Eno ne fait pas de choix. Exactement. L'explication que vous donnez est déjà paradoxale. Je vais le lire encore pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, lecteur, vous et nous qui sommes entre les lignes. Je lis 102. C'est Eno qui parle. Papa était le plus gentil. Avec lui, je ne risquais pas d'être battu. C'est ça. Tout le contraire de maman qui nous gérait comme de petits soldats en caserne. Papa deviendrait probablement encore plus doux sans la rigueur de maman. D'ailleurs, lui, à cette heure fatidique, me proposait Robocop 3. Maman, elle parlait déjà de travailler pour l'examen. Sans l'influence de papa, elle serait sans doute d'une dureté sans précédent envers mon frère et moi. J'étais un enfant. Papa ou maman. Robocop 3 ou les devoirs. Je fis mon choix. Le pire de ma vie. Je reste avec papa. Et non dit, je fis mon choix. Il prend le terme choix. Faire un choix, c'est évaluer en 2 objets, 2 ou 3 objets. Il évalue, il compare. Dès l'instant où la personne qui évalue n'a pas la compétence, les capacités pour évaluer le choix, ce n'est plus un choix. C'est un mauvais choix, peut-être.
C'est un choix. Ce n'est même pas un choix. Si je vous demande de choisir entre la chirurgie ouverte et puis la radiologie interventionnelle. Je ne sais pas ce que c'est. Évidemment. Donc, je prends un exemple simple. Pourquoi on comprenne bien? Il dit, papa deviendrait ceci, maman ferait cela. Et nous fait un raisonnement. Là, je suis d'accord. Et nous fait un raisonnement. Mais en lisant, en tant qu'adulte, vous savez que ce raisonnement est sans queue ni tête. Alors pour finir, on dirait, le plus important ici, c'est pas de faire un bon ou mauvais choix. C'est qu'il y a choix. Après, était-il rationnel et mature? Peut-être non. Mais on laissera le soin au lecteur de décider si oui ou non il fait un choix, le bon ou le mauvais choix. Alors, Kissébrou, c'est votre 3e livre, recueil de nouvelles. La question revient, pourquoi le choix d'un recueil de nouvelles et pas d'un roman, par exemple? Bien. Les recueils de nouvelles, déjà parce que je tenais vraiment à présenter des situations différentes sans qu'elles ne soient forcément en lien les unes avec les autres et toutes sur le thème de la famille. Ensuite, parce que j'estime qu'un roman, c'est vraiment un art qui demande beaucoup d'investissement. Je viens de terminer mon premier roman et j'ai beaucoup d'hésitation. La nouvelle est plus facile à écrire que le roman, vous pensez? Non, mais je pense que le roman demande plus d'investissement. Plus d'exigence, plus de rigueur sur le temps long? Non, plus de temps à élaborer. Ce n'est pas forcément plus facile, mais ça demande plus de temps à être élaboré, de mon point de vue. Je peux me tromper, mais c'est la perception que j'en ai. C'est votre expérience. D'ailleurs, aujourd'hui, nous rendrons hommage à un écrivain africain, romancier, mais surtout brillant novelliste, les grandes plumes. Henri Lopez, né le 12 septembre 1937 à Léopoldville, est un écrivain, homme politique et diplomate congolais. Il a été le premier ministre de la République du Congo de 1973 à 1975. De 1998 à 2015, il a été ambassadeur en France. Henri Lopez est né à Léopoldville, chef-lieu de l'ancien Congo belge, maintenant la République démocratique du Congo. Il passe ses années d'écolier à Brazzaville et à Bangui et séjourne de 1949 à 1965 à Paris et à Nantes. Il finit en 1963 ses études à la Sorbonne pour y devenir professeur. Il est membre de quelques associations d'étudiants africains. Après son retour au Congo, il est professeur d'histoire à l'École normale supérieure d'Afrique centrale à Brazzaville jusqu'en 1966 et ensuite directeur de l'enseignement jusqu'en 1968. En tant qu'écrivain, Henri Lopez est considéré comme l'un des représentants les plus connus de la littérature africaine moderne. Henri Lopez est membre du Parti congolais du travail, entendez PCT, de Marian Ngouabi, président depuis 1968. En 1969, Lopez devient ministre de l'Éducation nationale. En 1972, ministre des Affaires étrangères. Et le 28 juillet 1973, Premier ministre, une fonction vacante depuis 1969. Le 18 décembre 1975, il est remplacé dans cette fonction par Louis-Sylvain Goma. De 1977 à 1980, Henri Lopez est ministre des Finances. Depuis 1981, il travaille pour l'UNESCO où il est directeur général adjoint pour la culture et pour les relations extérieures de 1982 à 1998. En octobre 1998, il est nommé ambassadeur de la République du Congo en France. En 1972, il est lauréat du Grand Prix littéraire d'Afrique noire de l'Association des écrivains de langue française pour son livre Tribalique. En 1993, l'Académie française lui décerne le prix de la francophonie. La même année, il devient docteur honoris causa de l'Université Paris 12 et en 2002 de l'Université Laval au Québec. Quel lecteur oublierait Tribalique d'Henri Lopez, ou même Le Pleurer Rire, ce fabuleux roman, ce roman de la dictature, ce roman de critique, d'engagement. Henri Lopez, déjà lu? Non, jamais. Alors il faut le lire, Tribalique.
ou même Le Pleurer Rire, ou encore de nombreux romans, parce que c'est un romancier brillant et qui écrit sur l'Afrique, sur son continent, mais également sur les questions qui touchent à l'identité, à l'exil, et faudrait le lire. Kessebro, Oui. on se rend bien compte que, comme de nombreux écrivains ivoiriens, la question de la... Vous êtes médecin également, donc vous êtes, Tout à fait. vous êtes accoutumé à la souffrance, à la douleur des autres. Oui. Est-ce que c'est une thématique qui est le moteur de votre écriture? Non, absolument pas. Et d'ailleurs, dans mon premier livre, certaines critiques disaient que je voyais tout en rose. Donc pour moi, la douleur, j'y assiste très souvent du fait de mon métier déjà. Et je pense que utiliser ces pierres-là, qui sont quand même le matériau le plus répandu en ce moment dans nos sociétés, pour faire de belles œuvres, c'est pas mal. Si on peut regarder la douleur de façon détachée, peut-être que lorsqu'on la rencontre dans nos vies, on la vit de façon plus légère. Plus légère? Oui. Façon de guérir peut-être. C'est une question qui revient tellement, avec tellement de répétitions dans cette émission. Écriture, guérison. Vous êtes médecin, donc la guérison, c'est un objectif pour vous lorsque vous recevez un patient. De quelle façon la médecine a-t-elle un impact sur la littérature, sur votre écriture? Ou à l'inverse, de quelle façon la littérature a-t-elle un impact sur votre façon de converser avec vos patients? Bien, bon. La littérature, déjà, pour moi, c'est vraiment la base. C'est la base des choses. Et aujourd'hui, moi, je pense que mon meilleur atout en tant que médecin, c'est d'avoir la littérature. Parce que j'ai constaté que les patients sont beaucoup plus soulagés quand ils ont compris de quoi ils souffrent. Et j'estime, enfin, j'ai remarqué, et on m'a aussi fait le témoignage que, en tant que radiologue, donc, on fait surtout du diagnostic plus que du traitement, même si on fait aussi du traitement. Les patients apprécient que je leur explique clairement de quoi ils souffrent et d'où ça vient. Et c'est le premier pas pour être guéri. Est-ce qu'ils apprécient également d'être écoutés? Parce que la dimension narrative doit venir également du patient, j'imagine. Oh oui, et ça, ils apprécient. Mais de toute manière, je pense que personne ne me contredira, le bon médecin est celui qui écoute. Sans écouter, on ne peut pas savoir de quoi la personne souffre. Il faut s'exprimer pour ressortir ce qu'il y a en nous. Et si le patient ne s'exprime pas, si on ne le laisse pas s'exprimer, on court vers l'erreur. Très bien. On pourrait dire également avec vous que, puisque vous êtes écrivain médecin, le lecteur est également un patient qui vous lit. Merci beaucoup, Kessebro, de nous avoir rejoints dans le salon Entre les lignes. Oh, c'est moi qui vous remercie. On espère vous revoir bientôt pour le 5e livre, certainement. Tout à fait. Je cherche des éditeurs, vous pourrez me conseiller. Merci et à très bientôt. Médecine et littérature, deux domaines qui ne sont pas si éloignés qu'on pourrait bien le penser. On a pris énormément de plaisir à parler de « Souviens-toi des jours heureux » de Kessebro. On a parlé de famille, on a parlé d'amour, d'un peu de souffrance aussi. On espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. N'oubliez pas en attendant qu'on se revoit la semaine prochaine, lire des livres. Place au slam. Bien d'autres avant moi ont déploré ma terre et ses mots. Et peut-être que mes paroles ne resteront finalement que des mots qui s'envoleront comme ceux qui ont chanté et sensibilisé dans l'espoir de voir un jour notre rêve se réaliser. Mais ces mots sont ma façon à moi de changer les choses et je les dirai jusqu'à l'usure, jusqu'à ce que l'Afrique ose changer les mentalités par la réflexion, ose évoluer d'elle-même avec courage et abnégation, ose se faire respecter du monde entier en déposant enfin toutes les armes, ose écouter le peuple, ose essuyer ses larmes, pour faire taire tous ceux qui disent que sous les tropiques la terre est maudite et prouver le contraire à ceux qui la décrivent comme une cité interdite. Oui. Tant d'autres avant moi ont déploré ma terre pour une évolution. Autant de supplications que d'appels à la révolution. Pour ma terre si peu considérée, si peu entendue, traitée comme une pauvre mendiante parce qu'elle a toujours la main
étendue. Non, je ne suis pas dessus de l'Afrique, mais de ceux qui la maltraitent, de ceux qui y foutent le désordre actuel jusqu'à ceux qui ont jadis permis la traite, de ces dirigeants instigateurs de plans machiavéliques, guidés par la soif d'un pouvoir à la démesure diabolique. Et l'histoire risque d'emprisonner les efforts de ceux qui se sont battus et qui dorment dans l'au-delà. Si aucun Africain ne veut fournir l'effort d'aller au-delà, rien que pour briser la chaîne de nos démocraties monarques et mettre fin à ce cycle infernal dans lequel elles nous embarquent. Et moi, je n'ai que mes mots. Je ne suis riche que de mots. Je n'ai que mes mots. Je n'ai que mes mots.